Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Libéria, l'heure est au dépouillement après une journée de vote. Près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi pour renouveler leur Parlement, une partie de leur Sénat et choisir leur président. Les détails à suivre dans ce journal. L'eau, ressource indispensable mais en voie de raréfaction, était au cœur des Water Days de la Biennale Euro Africa de Montpellier. L'enjeu est de mutualiser les efforts pour trouver des solutions à l'heure où les zones de tension hydrique se multiplient. Et puis le Cameroun compte ses morts après l'éboulement de terrain survenu dimanche suite à des pluies torrentielles à Yaoundé. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de victimes alors que les recherches se poursuivent. Mais tout d'abord, les dés sont jetés au Libéria. Près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi pour des élections sénatoriales, législatives et surtout présidentielles. 20 candidats prétendent à la magistrature suprême, dont le président sortant, Georges Weah, qui brigue un second mandat. Parmi ses principaux challengers, l'ancien vice-président Joseph Boakai, mais aussi l'homme d'affaires Alexander Cummings. Les bureaux de vote ont fermé à 18h heure locale. Désormais, l'heure est au dépouillement. C'est une page qui se tourne aussi bien pour le Niger que pour la France. Les autorités de Niamey ont annoncé le début ce mardi 10 octobre du retrait des troupes françaises du sol nigérien sous escorte des forces de défense et de sécurité. Retrait qui avait été exigé par la junte peu après son arrivée au pouvoir fin juillet. Les populations sont appelées à adopter une attitude pacifique lors du passage des convois. Rappelons qu'environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés au Niger, à Niamey et sur 2 bases dans le nord, à Oualam et Taberé-Baré, dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Le pays est dans la bonne direction, c'est ce qu'a affirmé ce lundi Mahamat Idriss Déby, le président de transition qui dirige le Tchad depuis la mort de son père en 2021, a dressé dans un discours à la nation le bilan de ces 12 derniers mois à la tête du pays. Ces 12 derniers mois qui représentent la deuxième phase de transition et qui a démarré à l'issue d'un dialogue national inclusif le 10 octobre 2022. Mahamat Idriss Déby se félicite notamment d'avoir réussi à maintenir la paix et la stabilité dans le pays, marqué en partie par la signature de l'accord de paix de Doha avec une partie des mouvements politico-militaires. Il s'est en outre réjoui des avancées dans la mise en application des recommandations du dialogue national et appelé la population à participer au référendum constitutionnel prévu le 17 décembre 2023. Écoutons-le. J'invite mes concitoyens à retirer leurs cartes et à faire preuve de sérénité qui a prévalu jusqu'à là, tout au long de la campagne électorale à venir pour participer de manière ordonnée au référendum. La gouvernance inclusive et démocratique commence par là et cette première étape demeure cruciale. Que cet esprit de tranquillité qui a caractérisé cette phase soit érigé à une règle durant tout le processus, ce qui va sans doute aider les pays à parvenir à la normalité constitutionnelle dans la paix et la quiétude. En Égypte, l'étau se resserre autour de l'opposition à quelques mois de la présidentielle. L'opposant et ancien député Ahmed Al-Tantawi a annoncé ce lundi l'arrestation de 8 de ses partisans. Ils sont accusés par les autorités de falsifier les signatures que ce dernier rassemble pour se présenter au scrutin prévu en décembre. Chaque candidat doit en effet présenter 20 signatures de députés ou 25 000 signatures de citoyens avant le 15 octobre pour prétendre à la magistrature suprême en Égypte. Selon Ahmed Al-Tantawi, ces nouvelles arrestations s'ajoutent aux 96 détentions précédentes de ses partisans enregistrées ces derniers mois.
Dans le reste de l'actualité, la biennale Euro-Africa se poursuit à Montpellier. Culture, sciences et innovation sont au cœur de cette première édition qui se tient jusqu'au 15 octobre. Une première édition marquée par la tenue des Water Days qui se sont achevés ce mardi. Pendant 2 jours, les chercheurs notamment étaient conviés à échanger sur la problématique de l'eau, ressource essentielle à la vie, mais qui est en voie de disparition. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Kamesh Katapoulé et Ousseynou Gueye. En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies avait reconnu l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme droit fondamental. Et pourtant, à l'échelle mondiale, plus de 2 milliards de personnes n'y ont toujours pas accès. En Afrique, la question de l'accès à l'eau touche particulièrement les femmes et elle est aussi synonyme d'inégalité. Selon l'UNICEF, les femmes et les filles passent chaque jour 200 millions d'heures à collecter de l'eau, une problématique qui a été mise en avant ce mardi lors d'une table ronde organisée dans le cadre des Water Days. Et nous sommes en compagnie de Madeleine Johnson, chercheure ethnobotaniste. Vous avez participé à cette table ronde qui a mis l'accent sur l'enjeu sanitaire, économique et social de l'accès à l'eau pour les femmes, mais le volet sécuritaire n'a pas été abordé. Pourtant, plus la ressource est rare et plus les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques. Donc comment assurer leur sécurité ? Oui, plusieurs questions ont été posées et je me réjouis d'avoir participé à ce grand débat dans différentes tables rondes qui ont été mises en place et plus particulièrement à celle dont j'ai pris part, c'est-à-dire l'eau et genre. Et là, nous avons parlé justement de la difficulté qu'ont les femmes et les enfants, parce que ce sont les premières couches qui sont touchées par la gestion de l'eau. Et nous avons proposé que pour mieux trouver des solutions à cette situation, à ce problème, c'était de prendre de plus en compte les femmes dans la sphère des décisions, c'est-à-dire lorsqu'on organise une conférence comme celle-ci, les femmes doivent être invitées pour pouvoir débattre, car c'est elles qui sont le plus touchées. Et lorsqu'on prend des décisions, ce serait vraiment dommage qu'elles soient mises de côté. On a eu plusieurs panélistes, surtout venant de Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'ex-madame ministre qui vient de passer, le nom m'échappe, et elle a proposé des choses qui ont déjà été faites en Côte d'Ivoire, à savoir la sensibilisation, la conscientisation et ensuite la formation. Les Water Days de Montpellier ont pris fin ce mardi. La journée s'est notamment soldée par la signature d'un partenariat visant à renforcer l'accès à l'eau potable dans la ville de Kifa en Mauritanie. Un projet qui sera financièrement soutenu par l'Agence française de développement et l'Agence de l'eau de Montpellier. Au Cameroun, des pluies torrentielles ont provoqué le 8 octobre un glissement de terrain dans la localité de Mbankolo, au nord-ouest de Yaoundé. Le bilan provisoire s'élève à une trentaine de victimes et une dizaine de blessés. Sur le site du drame, les opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. On fait le point tout de suite avec Nana Kamsoukom. Yaoundé, capitale du Cameroun, de nouveau frappée par une tragédie. Après le quartier Damas en 2022, c'est la localité de Bankolo qui est frappée. Dans la nuit du 8 octobre 2023, les pluies diluviennes ont causé la rupture d'une retenue d'eau entraînant ainsi la destruction de plusieurs maisons et sites commerciaux sur le flanc du mont Bankolo. Selon les données collectées sur le site du drame, le bilan fait état d'une trentaine de victimes et de nombreux blessés. Mobilisés sur les lieux, les pompiers, forces de sécurité et autres secouristes active pour retrouver les personnes disparues et coincées sur les décombres. À date, à l'heure où je vous parle, les chiffres que nous avons, qui pourraient connaître une évolution dans un sens ou dans un autre, indiquent que nous avons à peu près 28 morts qui ont été dénombrés et un bon nombre de blessés. Les recherches se poursuivent encore par les services compétents, mais nous pensons que à l'heure actuelle, on peut dire que la situation est sous contrôle.
Avec l'augmentation des précipitations, les autorités camerounaises multiplient les initiatives pour limiter les risques de catastrophes. Ainsi, dans plusieurs localités dites à risque, les autorités procèdent depuis plusieurs années à la démolition des maisons. Un grand nombre de bâtiments qui se sont effondrés le 8 octobre 2023 avaient déjà été marqués par la démolition. Sur le site du drame, les images sont insoutenables. Les dégâts s'étendent sur un rayon de plus de 300 mètres. Les riverains n'en reviennent toujours pas. Sur les visages, l'émotion est encore perceptible. Que le gouvernement puisse maintenant prendre une responsabilité certaine pour prendre maintenant en milieu de la famille. Parce que j'ai perdu mes frères, mes proches, mes cousins, mes tantes, mes frères. Le bulletin de prévision météorologique de la Direction de la météorologie nationale du 8 octobre 2023 annonçait des pluies fortes dans la ville de Yaoundé. Ce dernier précisait également que les populations étaient exposées à un risque d'inondation et à des glissements de terrain de long des pentes instables. Présents sur les lieux du drame, les autorités annoncent de nouvelles mesures pour éviter que de telles tragédies ne se produisent à l'avenir. Le tirage au sort de la phase finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a eu lieu ce lundi à Abidjan. Au total, 8 clubs s'affronteront pour succéder à l'AS FAR du Maroc, vainqueur de l'édition 2022 à domicile. La compétition est prévue du 5 au 19 novembre 2023 en Côte d'Ivoire. Les détails avec Esther Conan. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023, la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette compétition, va accueillir la 3e édition de la Women's Champions League de la Confédération africaine de football, CAF, une première pour le pays. Le tirage au sort pour composition des poules s'est déroulé le 9 octobre 2023 en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec les 8 équipes qualifiées pour la phase finale de la compétition. Notre pays, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, a fait des investissements importants pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se dérouler à partir de janvier prochain. Et il est important pour nous, en prélude à cette compétition, que nous mettions à l'épreuve notre capacité d'organisation, notre capacité d'accueil. Et nous sommes aujourd'hui heureux de recevoir ce tirage qui lance de plein pied et qui lance de façon totale et définitive donc le compte à rebours pour l'activité principale que nous allons avoir. Au terme de ce tirage au sort, 2 poules constituées chacune de 4 clubs vont livrer 12 matchs. En tant que pays hôte du tournoi, le club ivoirien Atlético d'Abidjan prend la tête du groupe A, composé du Sporting Casablanca, JKT, Queens et Mamelodi Sundowns. Le tenant du titre, l'AS FAR du Maroc, prend la tête du groupe B, composé de Ampem, Darkwa, Huracan et AS Mondé. Première participation pour nous. Et d'ailleurs, on a l'honneur de jouer contre l'équipe locale, le FC Abidjan, en match d'ouverture. Donc nous sommes très contents de cet événement et on espère que ce soit nous et l'AS FAR de bien représenter le football féminin qui, on le sait, brille en Afrique, tenant du titre. On espère être à l'honneur et justement avoir un très bel exploit pour cette Champions League féminine. Les rencontres de cette Ligue des champions des clubs féminins se tiendront au stade Laurent Pokou de San Pedro et au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, qui sont également des villes hôtes de la CAN 2023, offrant ainsi l'opportunité aux différentes régions du pays d'accueillir des matchs de haut niveau. Cela permettra également de promouvoir le football féminin à travers la Côte d'Ivoire. Et sachez que le tirage au sort très attendu de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu ce jeudi 12 octobre, toujours à Abidjan. La cérémonie prévue au Parc des Expositions débutera à 19h GMT. Pour rappel, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 4 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Fin de ce journal, nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.